Mesdames et messieurs, chers étudiants et parents, je souhaite la bienvenue à tous et à chacun. Pour les premiers mots de cette cérémonie, mesdames et messieurs, il était une fois un village aux grandes ambitions. Un jour, une idée envahit certains habitants du village, des habitants qui se mettent aussitôt à travailler encore et encore. Et un jour, la lumière fut, mais, mesdames et messieurs, la lumière fit des heureux, des jeunes élèves contents, rassurés, s'engagent dans une concurrence avec d'autres jeunes des villages voisins. Mesdames et messieurs, le village, la République de Guinée. Mesdames et messieurs, l'idée Lumière, le FEG, le Forum de l'étudiant guinéen, dont c'est la deuxième édition aujourd'hui. Ah, c'est bon. Mesdames et messieurs, c'est le premier des 3 jours retenus par l'organisation et il y aura des conférences débats et des panels. Mais avant, je voudrais appeler à ce micro Dr Binkomadi Touré, secrétaire général du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour nous présenter la cérémonie. Je vous en prie. Bonjour tout le monde et bienvenue à la 2e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Mesdames et messieurs les invités, messieurs les représentants des organisations de jeunes, de femmes et d'étudiants. Mesdames et messieurs, en vos qualités, titres, grades, reste tout protocole confondu. Chers enseignants, chercheurs, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, messieurs les élèves étudiants de Guinée, distingués invités, il m'est agréable de me trouver parmi vous ce matin pour procéder au nom des départements en charge du système éducatif au lancement des travaux de la 2e édition du Forum de l'étudiant guinéen, placé sous le thème central « Enseignement supérieur, formation professionnelle et innovation technologique, moteur du développement ». L'objectif du Forum de l'étudiant guinéen est de mettre premièrement les étudiants et les futurs bacheliers avec les institutions d'enseignement supérieur et les acteurs de la formation afin d'obtenir des informations sur les programmes, les conditions d'admission et d'orientation, les cursus et les débouchés. Deuxièmement, créer un contact direct entre les entreprises, futurs employeurs, les étudiants, les élèves et les jeunes diplômés guinéens. Les 3 prochains jours vous permettront à tous, élèves, étudiants, institutions de formation ainsi que les entreprises, de vivre un partage d'expériences de qualité, de nouer des relations durables, mais également de contribuer au renforcement de nos programmes de formation et d'enseignement. Cette année, les attentes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, principal organisateur de ce forum, se situent à 2 niveaux. D'abord,
que le forum contribue à renforcer la qualité de nos formations et leur adéquation avec les besoins des entreprises en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes diplômés. Ensuite, que les élèves et étudiants, principales cibles, s'approprient du forum, qu'ils puissent contribuer, le considérer comme le leur, surtout comme une opportunité d'information, de découverte, d'orientation sur les choix des études, les formations qui s'offrent à eux. Pour terminer, je vous exhorte à faire de ces 3 jours du FEG des moments uniques pour apporter votre pierre à l'édifice en vue de construire un système d'enseignement supérieur et de recherche de qualité dans notre pays. Tout en vous souhaitant plein succès, je déclare lancer les travaux de la 2e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Vive l'école guinéenne, vive la République, je vous remercie. Et voilà pour quelques mots sur le FEG 2018, les mots prononcés par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons installer la première conférence. Nous allons entendre des panélistes sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Et pour installer cette première conférence, je voudrais, mesdames et messieurs, appeler le modérateur, Dr Bangali Camara, s'il vous plaît. Il ne sera pas seul. Mesdames et messieurs, j'appelle Sekou Bamara, directeur général de l'AGIP. Suivra Tcherno Ilyas Abaldé, directeur du projet Bossège. Mesdames et messieurs, votre attention pour Aminata Kouyaté, directrice nationale de l'emploi des jeunes. Nous allons accueillir Apollinaire Ungué, responsable du matériel Sogea Satom. Et pour compléter cette liste, mesdames et messieurs, Dr Baladiane, directeur national de la formation professionnelle et technique. Nous allons écouter ces éminences sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Mesdames et messieurs, une question au modérateur. Quel diplôme pour quelle carrière? Et c'est Dr Bangali Camara, directeur général de l'ISIC, qui va conduire cette première conférence. Belle conférence à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à ce premier panel qui porte sur l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Quel diplôme pour quelle carrière? Comme vous le savez, le chômage des jeunes diplômés est l'une des préoccupations majeures de notre pays, quand on sait que, selon les chiffres de 2016, il y a plus de 50% des jeunes qui sortent de nos universités et instituts et qui restent sans emploi. Et chaque année, nous continuons à sortir des étudiants de nos universités, de nos instituts, et ces étudiants, très peu parmi eux, trouvent de l'emploi. Donc c'est une question de préoccupation. Cette problématique, naturellement, soulève des inquiétudes et des interrogations. Inquiétudes parce que, tout simplement, nous sommes en face d'un phénomène explosif
Vous savez, lorsque le chômage des jeunes atteint une certaine proportion, ça pose des problèmes parce que les jeunes passent le clair de leur temps dans les cafés, dans les maquis, ils n'ont pas d'emploi, donc ils peuvent avoir d'autres idées. C'est pourquoi d'ailleurs le président Alpha Condé, à chaque fois qu'il rencontre ses pairs, il ne cesse de leur dire, si on ne s'occupe pas de la jeunesse, elle risquera de s'occuper de nous. Naturellement, il y a des interrogations aussi par cette problématique. Interrogation, est-ce que nos programmes d'enseignement sont-ils en adéquation avec le marché de l'emploi? Quelle politique publique faut-il privilégier pour une meilleure activité de la formation professionnelle? Y a-t-il besoin aujourd'hui de réguler l'accès à l'enseignement supérieur compte tenu du flux des diplômés sans emploi? Alors, pour épiloguer sur toutes ces questions, nous avons donc des panélistes qui sont présents ici. Je ne vais pas les présenter parce que tout à l'heure le présentateur les a présentés. Je vais tout simplement leur souhaiter la bienvenue et espérer que, au terme de ce panel, nous allons certainement faire des réflexions qui vont nous aider à voir plus clair dans cette affaire et permettre donc à nos étudiants, n'est-ce pas, de s'armer pour, si vous voulez, s'inscrire dans les parcours qui peuvent les permettre d'avoir de l'emploi. Et donc, pour commencer, et comme le genre oblige, nous n'avons qu'une seule femme parmi nous, et Madame Aminata Kouyaté, je vais commencer par elle. Mais je précise d'abord que en fait, le panel dure 1h30, donc chaque intervenant a 10 minutes. Et si vous nous faites l'économie de votre temps, ça nous fera plaisir, parce que ça va nous permettre de gagner en temps avec les questions-réponses. Mais sinon, chaque panéliste a 10 minutes. Donc, ceci dit, je vais donc donner la parole à Madame Aminata Kouyaté, qui est la directrice nationale de l'emploi des jeunes. Voilà, Madame, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis Madame Aminata Kouyaté, la directrice nationale de l'emploi des jeunes au ministère de la Jeunesse. Avant de commencer, je pense qu'il est important de dire quelle est la mission de cette direction, qui en fait, depuis 2016, au dernier remaniement, est passée de ministère de l'emploi, ministère de la Jeunesse et de l'emploi des jeunes à ministère de la Jeunesse. Donc, après ce remaniement, on est devenu ministère de la Jeunesse, ce qui fait que la direction à la tête de laquelle je me trouve est passée de direction nationale de l'emploi des jeunes à direction nationale de l'insertion socio-économique des jeunes. Alors, quelle est la mission de cette direction? Nous avons donc en charge de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la promotion, de l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes et d'en faire le suivi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre mission consiste, entre autres, à favoriser l'employabilité des jeunes en améliorant leurs compétences et leurs qualifications, ce qui nous amène tout à fait dans le thème, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'à l'issue de leur formation, les jeunes aient des compétences et des qualifications qui leur permettent de pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. À mon avis, la première question à cette problématique, c'est de déjà se poser la question de savoir quels sont les besoins de ce marché de travail. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, les formations que nous dispensons à ces étudiants correspondent aux besoins des entreprises? Compte tenu de tout ce qui a été dit et de ce qu'on a entendu, il va sans dire qu'il y a effectivement un décalage entre cette formation et les besoins des entreprises. Donc, une des approches pour nous, et qui est capitale, passe par une certaine concertation, un partenariat, et je dirais même un pacte social. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'il nous faut un trépied qui va ensemble. Quel est ce trépied? C'est les institutions de formation,
l'État et évidemment les entreprises. Parce qu'il n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas dans les directions qu'on crée l'emploi. L'emploi est créé par les entreprises. Mais une fois que ces entreprises ont créé ces emplois, il est important pour eux d'avoir, comme on dit, les diplômes et surtout le personnel qualifié, adéquat pour occuper ces emplois. Donc je pense qu'une des réponses pour nous passe par vraiment ce partenariat pour que déjà on ait la démarche d'aller vers les entreprises pour leur demander quels sont leurs besoins, de quel type de diplômés ils ont besoin et quels sont les profils qu'ils recherchent. Une fois qu'on a cette réponse-là, ça nous permet de nous rapprocher des institutions de formation pour revoir les curricula, parce que l'idéal, comme on l'a dit, c'est qu'à l'issue de la formation, les jeunes puissent être insérés. Mais pour être insérés, encore faut-il qu'ils aient les qualifications et les formations appropriées pour les entreprises. Donc j'estime qu'à ce niveau-là, il y a un grand challenge, il y a encore un gros travail à faire, parce que malheureusement, j'estime que ce partenariat, ce pacte social n'est pas encore tout à fait au point, et c'est pour ça peut-être en partie que nous assistons effectivement à cette pléthore de jeunes sans emploi à l'issue de leur formation. Juste aussi un petit mot, c'est aussi par rapport à la carrière. Je fais un saut, à savoir que les temps ont changé. Avant, on faisait carrière dans la même entreprise. On était embauché et on finissait sa carrière dans cette entreprise. Ce n'est plus le cas depuis très longtemps. À savoir qu'aujourd'hui, l'emploi lui-même évolue. Ce n'est pas parce que j'ai le poste que je vais le garder éternellement. Il faut sans cesse aussi se remettre en question. Il faut sans cesse être en recherche de qualification, de perfectionnement pour pouvoir garder son poste et répondre, comme on dit, aux exigences du monde moderne. Donc il est important aussi pour les étudiants de savoir que le fait déjà avoir un travail, c'est difficile, mais le garder est encore plus difficile parce que justement, on est toujours dans un monde en mouvement. Donc cette flexibilité aussi, à mon avis, est quelque chose d'important et essentiel pour les jeunes, qu'ils soient guinéens ou autres. Donc pour l'instant, si vous le permettez, merci. Je vais m'en tenir à ceci et passer la parole à merci Madame Aminata Kouyaté. Donc nous allons peut-être nous adresser aussi à Monsieur Elias Baldé, qui est actuellement pilote un projet, le projet BOSSEJ, booster les compétences et l'employabilité. Monsieur Baldé, pourquoi nos étudiants ne trouvent pas de l'emploi quand ils sortent de nos universités? Merci, docteur. Donc, vous avez bien présenté, ma collègue a bien présenté tout à l'heure la problématique, à savoir qu'il y a une inadéquation entre les compétences des jeunes diplômés et ce que recherchent les entreprises. Donc fondamentalement, sur le plan des diplômes, c'est ça. Mais il y a aussi, je pense, il faut le dire, il y a l'énergie de chaque étudiant ou de chaque jeune diplômé. On peut avoir le même diplôme, les mêmes compétences et ne pas avoir la même énergie, la même envie d'aller décrocher un emploi. En termes de curiosité, en termes d'aller voir les entreprises, on pense qu'il faut être pistonné pour trouver un emploi, même si on a les compétences. Donc il y a un problème de mentalité à ce niveau. Mais par rapport à l'inadéquation entre les besoins des entreprises et les formations, je ne vais pas dire plus que ma collègue, elle a très bien défini, c'est ce qu'actuellement adresse le projet Booster les compétences, qui est un projet du gouvernement guinéen, c'est de rendre adéquat les besoins des entreprises et la formation. Ça, c'est sur le court terme. Maintenant, si on veut essayer de se projeter, parce qu'on a parlé de diplôme, on a parlé de carrière. Elle a très bien dit tout à l'heure aussi qu'il faut changer aussi en termes de mentalité pour se mettre dans un autre dispositif. Si je prends mon exemple personnel où il n'y a pas de jugement, mes parents, tous les deux, ont évolué dans la même entreprise ou en tout cas dans la fonction publique jusqu'à la fin de leur carrière. Ils sont retraités. Moi, j'ai changé au moins 7 fois d'employeur et d'emploi.
Donc vous voyez, ce n'est pas les mêmes trucs. Je ne dis pas que c'est positif ou c'est négatif, mais il faut se mettre dans la tête qu'actuellement c'est comme ça. Donc un diplôme qu'on obtient une fois ne permet pas à lui seul de faire la carrière. Donc il faudrait que les jeunes ou que tout le monde se mette ça dans la tête et prendre des dispositions ou une stratégie conséquemment. Cela revient à quoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez aux employeurs, ou vu les mutations au niveau, parce qu'il ne faut pas se cacher, il faut pas se cacher derrière son doigt, on est dans un monde globalisé, sur une chaîne de valeur, où moi qui suis ici, je peux participer à des activités d'une multinationale. Donc je ne peux pas me dire que je suis en Guinée, il faut des compétences simplement enseignées en Guinée, ce n'est pas possible. Dans la sous-région, on travaille en collaboration, un peu partout on collabore. Donc il faut avoir des compétences où on peut collaborer avec les autres. Ça c'est un aspect. Maintenant, même les plus doués aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils puissent prédire pour une génération, entre le début de carrière et la fin de carrière, quels seront les types d'emplois et de carrière. C'est-à-dire d'ici 10 ans, on ne peut pas dire, on ne connaît pas, on connaît les emplois qui vont disparaître, peut-être, mais on ne connaît pas les emplois qui vont, le type d'emploi et de compétences dont on aura besoin. Par contre, on peut acquérir des compétences fondamentales qui pourront nous aider à nous adapter par rapport aux emplois futurs. Je pense que c'est beaucoup plus sur ces aspects qu'il faut travailler pour permettre aux gens d'avoir des compétences de base qui leur permettront d'apprendre durant toute la vie et de s'adapter au fur et à mesure qu'il y a des évolutions technologiques et des emplois nouveaux. Quand on prend la population qui croît aujourd'hui, ça c'est une réalité. La durée de vie, l'espérance de vie aussi augmente. Donc on peut prédire, on peut dire que par exemple s'investir dans l'agriculture, l'agrobusiness pour nourrir la population, c'est des compétences et des diplômes qui peuvent permettre d'avoir un emploi demain. S'investir ou avoir un diplôme dans le domaine de la santé pour permettre de soigner les gens parce qu'on est plus nombreux, on a une durée de vie plus longue, ou accompagner la fin de vie des gens, c'est des emplois qui peuvent... c'est des domaines dans lesquels on peut s'investir pour faire des diplômes. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nos systèmes d'enseignement intègrent plusieurs compétences et que les étudiants ne s'inscrivent pas seulement pour obtenir une compétence, mais s'ils veulent faire de la carrière, il faut qu'ils embrassent d'autres choses en dehors de leurs compétences de base? C'est exactement ça, mais l'idée de base, c'est d'apprendre à apprendre à l'école. Il faut qu'à l'école, on apprenne à apprendre. Moi, par exemple, je suis vieux maintenant, mais quand j'ai eu mon diplôme, ce que je fais aujourd'hui, presque ça n'a pas grand-chose à voir. Mais j'ai eu des compétences de base en mathématiques, en technique de résolution de problèmes, en technique je ne sais pas, qui me permet d'apprendre, de continuer à apprendre. Ce n'est pas parce que j'ai eu mon diplôme que je dis, bon, c'est fini, je vais pratiquer ça de façon automatique jusqu'à la fin de la vie. Actuellement, si je raisonne comme ça, tout ce qu'on peut faire de façon automatique jusqu'à la fin de la vie, les robots peuvent le faire, parce qu'on peut automatiser. Et on peut perdre son emploi par rapport à ça. Maintenant, il faut apprendre, ce qu'il faut apprendre, c'est à réparer les robots ou à faire fonctionner les robots ensemble. C'est vers ces éléments-là, bon, d'où la 4e révolution industrielle, et c'est vers ça qu'il faut tendre. Okay. Parce que sinon, on devient obsolète vite fait. Et... On va se tourner vers Monsieur Bara de l'AGIP. Je sais que vous faites beaucoup de choses pour aider les jeunes à s'insérer dans la vie active. Et selon vous, quels sont les problèmes qui se posent pour ces jeunes qui sont souvent à la recherche du premier emploi? Parce que, comme je venais de dire, il y a 50%, plus de 50% des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et je sais que vous vous activez. Et qu'est-ce que, à ce niveau, vous constatez au niveau de ces jeunes? C'est la formation ou c'est parce que le marché de l'emploi qui est exigu ou qui ne répond pas aussi à certaines réalités? Merci, docteur. Nous sommes une structure mieux placée pour aborder ces questions.
Mais permettez-moi de féliciter et remercier les organisateurs qui essayent chaque année, on s'habitue maintenant à faire de l'effort, à mettre en place une problématique autour de laquelle les compétences se réunissent pour essayer d'avancer notre pays. Ceci dit, je vais rapidement présenter l'AGIP. C'est une structure publique, NPA, qui a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi. Alors, pour aller dans le vif, pour mes 10 minutes, sur le sujet quelle étude ou quelle compétence pour quel emploi, il faut aborder la chose à 3 niveaux. D'abord, sur des questions d'emploi, qu'est-ce qui a changé en Guinée? Sur des questions de formation, qu'est-ce qui n'a pas bougé dans la formation en Guinée? Sur le noyau de la chose qui est les étudiants et donc les futurs demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être au cœur de cette mutation? La première, je préfère l'aborder ainsi pour ne pas m'attarder sur tout ce qu'on fait. La première, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, quand je prends la fonction de secrétaire, ce n'est plus les mêmes. Sur le marché de l'emploi aujourd'hui, on ne parle plus de secrétaire, on parle d'assistante administrative. Nos secrétaires, dans le temps, travaillaient sur des dactylos. Aujourd'hui, on veut des secrétaires qui gèrent tout le programme, les rendez-vous. Parfois, vous avez des structures qui demandent même des secrétaires comptables. Parfois, on supprime des postes de comptables et elle s'appelle assistante administrative. Elle fait les fonctions de secrétaire et les fonctions de comptable. Donc, dans la formation au secrétariat aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes formations qu'il faille enseigner pour faire en sorte que ceux qui sortent demain répondent aux besoins du marché du travail. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer tout ceci. J'ai un projet de l'Union européenne, le projet PARS RSE. Nous avons fait 5 fois avec l'assistance technique et donc une équipe de blancs, des recrutements pour avoir une assistance administrative, on ne l'a pas eu. On a transformé une comptable qu'on a rapidement formée en assistance en secrétariat et qui a pu faire le travail. Comme quoi pour dire, le marché a changé. Qu'est-ce qui a changé sur le marché pour illustrer mes propos? C'est tout ce que vous avez aujourd'hui comme banalement les fonctions de chauffeur. Aujourd'hui, pour recruter un chauffeur, tu feras tout le tour de la Guinée parfois, tu ne trouveras pas. Je ne vais pas prendre de profil, je vais juste donner des exemples terre à terre. Nous, on est dedans tous les jours. Les fonctions de chauffeur aujourd'hui, gérer les tables de bord, gérer les rendez-vous, savoir mieux garer, tu ne trouveras pas. Ceci, si c'est pour conduire les véhicules d'un point A à un point B, sans parler, si je prends le cas des mines, si c'est pour conduire des bulldozers et autres engins. Quelle est aujourd'hui la structure d'auto-école qui forme en ces engins-là? Ils n'en ont même pas pour apprendre les gens. Ça a changé sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui a changé aussi sur le marché? C'est tout ce qui est la technologie aujourd'hui liée à l'informatique. On parle aujourd'hui des start-up et autres. La formation doit être au rendez-vous parce que ici, c'est d'actualité. Vous partez aujourd'hui en Europe, vous savez, tu as ton téléphone, à travers un Uber, tu indiques, à travers ta position, tu commandes une voiture, vient te prendre d'un point A à un point B. Tu ne te perds pas. Donc, on ne peut peut-être pas faire comme eux parce qu'ils sont référencés et tout, mais qu'est-ce qu'il faut pour que notre quotidien s'améliore? Ces formations-là doivent s'adapter pour suivre le pas. Voilà, en termes d'illustration, ce qui a changé un peu sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui doit être fait par des universités? À mon avis, c'est d'approcher les structures comme l'AGIP et même les entreprises. Nous avons réalisé en 2014 une étude référentielle sur les métiers dans le secteur minier. Nous sommes en train de travailler sur le dictionnaire des métiers. Ça, c'est parce qu'au-delà de l'insertion, nous avons la charge de fournir des informations statistiques sur le marché du travail, de l'emploi. Et donc, à travers nous et à travers ces rencontres, ils sauront où sont, si vous voulez, les informations qu'ils ont besoin pour améliorer la formation qu'ils enseignent dans le système éducatif. Mais au-delà, parce que nous, on ne peut pas parler de formation, ce que les écoles doivent faire,
c'est d'aller vers les entreprises. C'est bon d'avoir des filières, à mon avis, mais la meilleure des filières, c'est d'aller dans une école, si tu veux ouvrir des filières par exemple en mine, c'est d'aller vers le secteur minier, travailler ensemble sur le profil des postes. Je pense que si on adapte la formation à ceci, on formera des collaborateurs que de former des étudiants. Okay. Je voulais juste dire un mot par rapport aux étudiants, parce que je voulais juste parler des 3 points. Côté étudiant, c'est d'être polyvalent. Comme Fitus l'a dit, chercher le travail que tu veux, tu n'auras jamais à travailler un jour. Beaucoup sont comptables de formation, mais après tu les retrouves dans d'autres activités. Il faut être cadre moderne et donc polyvalent, apte à faire tout travail pour atteindre le travail que tu veux un jour. Mais ne pas refouler tout ce que tu peux avoir, même si c'est un stage non rémunéré, jusqu'à attendre le jour où ton travail te trouvera. D'autant plus qu'on sait que dans notre pays, on a toujours l'habitude de dire que l'État va nous venir au secours. Mais surtout, lors des études, c'est de faire surtout le sérieux. Il manque beaucoup en Guinée la responsabilité qu'un étudiant peut avoir de faire des recherches, de s'informer sur des structures. Quand on dit que une banque recrute, il faut connaître c'est quoi la banque. Et si on donne le nom de la banque, il faut connaître quel est le réseau de cette banque. Donc, généralement, je n'accuse pas, on a 8 heures minimum par jour sur Facebook en Guinée, mais tu trouveras rarement quelqu'un qui te prendra 1 heure sur Google pour s'informer, pour étudier. Je voudrais vous écouter, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et peut-être, vous savez, il y a un problème souvent qui est soulevé en Guinée. Lorsque les étudiants sortent, ils viennent vers le marché de l'emploi et quand ils candidatent, on leur dit « vous n'avez pas la formation nécessaire pour cet emploi ». Et ça pose problème au niveau des structures de formation parce que, quelque part, c'est vrai que les universités doivent aller vers les entreprises, mais je pense aussi que cela doit être vice-versa, comme la disait tout à l'heure madame, qu'il y ait cette synergie d'action entre les universités, les entreprises et l'État, parce que, vous savez, c'est très difficile qu'un étudiant fait un parcours de 4 ans, 5 ans, il sort, et il est dans son pays, une entreprise qui vient s'installer dans son pays, on dit on ne vous prend pas et on va aller prendre ailleurs. Docteur Baba, Diané, vous êtes le directeur national de la formation professionnelle et technique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelque chose doit changer? Est-ce qu'on doit remettre en cause nos programmes d'enseignement, la problématique de l'enseignement en Guinée, pour aller vers la recherche de compétences, vers la polyvalence, par exemple, qu'on vient de dire tout à l'heure, pour donner beaucoup plus de chances à nos étudiants diplômés de trouver de l'emploi? Merci. Merci, docteur Bangali, pour la question qui m'est posée. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que je suis le directeur national de la formation professionnelle et technique, une des directions du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. La Direction nationale de la formation professionnelle et technique a le mandat, n'est-ce pas, d'appliquer la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et technique et d'en assurer vraiment le suivi. J'ai aimé tout à l'heure l'intervention de mon collègue mon collègue de l'AGIP, M. Sekouba Mara, qui a dit, bon, je ne suis pas formateur, mais je pense que les institutions de formation doivent, etc., etc. Donc, j'apporte quelques éléments d'information par rapport à cela. Et l'occasion aussi est opportune parce que ça nous permet de donner des informations fiables à nos futurs apprenants qui sont dans cette salle et à d'autres aussi qui certainement ne seront pas nos futurs candidats mais qui ont besoin vraiment d'informations réelles. Alors, je dirais donc qu'actuellement, en matière de formation professionnelle et technique, nous assurons
où nous disposons d'un dispositif de formation qui se compose de 57 institutions publiques de formation professionnelle et technique. Et ce dispositif couvre les 3 secteurs de l'économie nationale. Quels sont ces secteurs? Vous avez le secteur primaire, qu'on appelle, c'est le secteur du développement rural. Développement rural pris dans son sens générique. Si vous le prenez dans son sens générique, vous avez donc l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez la pêche, vous avez l'environnement, etc., etc. Ça, c'est donc le premier secteur de l'économie que nous couvrons en matière de formation professionnelle. Et je voudrais dire qu'il y a une spécificité que la Guinée a, qu'on ne rencontre pas nécessairement dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays comparables. C'est que depuis assez longtemps, la Guinée a pris la décision de confier la tutelle des institutions de formation professionnelle à une seule institution, c'est le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est à cet égard que nous formons, comme je l'ai dit tantôt, pour le domaine rural, à travers les écoles nationales d'agriculture et d'élevage. Le second secteur que nous pourvoyons en matière de formation initiale, c'est vraiment le secteur secondaire. Le secteur secondaire peut s'appeler aussi autrement, c'est vraiment le secteur de la production et de l'industrie. Alors, tout ce qui est génie relève de ce secteur-là. À ce titre, nous avons des écoles qu'on appelle les centres de formation professionnelle qui développent beaucoup de filières, la menuiserie, la mécanique, la plomberie, l'électricité, bâtiment, etc., etc. Et les écoles comme l'École nationale des arts et métiers qui développe les filières du génie relèvent aussi de ce secteur. Nous avons des centres de formation professionnelle qui couvrent beaucoup de spécialités. C'est à ce titre que vous avez par exemple les chemins de fer, c'est à ce titre que vous avez par exemple le CFP, Centre de formation professionnelle maritime, etc. Nous avons également le troisième secteur que nous couvrons, c'est le secteur des services, c'est-à-dire le commerce, etc. C'est vraiment les services et ce sont des écoles comme l'École nationale d'administration, de secrétariat et de commerce. C'est des écoles comme le Centre national de formation touristique et hôtelière. Vous avez d'autres institutions telles que, par exemple, les écoles qui forment au métier de la médecine, à travers les écoles de soins de santé communautaire, à travers les écoles nationales de la santé, et vous avez d'autres institutions qui sont dans ce secteur tertiaire, qui s'occupent de la formation des maîtres. Par exemple, oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Et vous savez, aujourd'hui, oui, il y a problème. Les entreprises deviennent de plus en plus exigeantes sur la qualité. Tout à fait. Et docteur, monsieur Apollinaire Ongué, oui, qui est responsable du matériel à la SOGEA et SATOM, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre beaucoup plus d'accent sur la qualification professionnelle, la formation professionnelle au détriment de l'enseignement supérieur? C'est-à-dire qu'il faut inverser, mettre beaucoup plus d'exigences sur la qualification professionnelle. Monsieur Ompé, monsieur, voilà, Apollinaire. Merci, docteur. Avant d'intervenir, je voudrais vous remercier les organisateurs pour cette invitation. Pour répondre à votre question, il faudrait qu'on redéfinisse le cadre des besoins des entreprises. Parce que
Les besoins dans les entreprises sont définis afin d'atteindre les objectifs. Et pour cela, ils ont besoin de personnel d'abord qualifié, c'est-à-dire ayant une formation de base assez solide. Il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui sort de l'école n'est pas immédiatement opérationnel. Il y a une phase de formation, ça qui est faite au sein de l'entreprise. Et comme disait un de mes prédécesseurs, à la sortie de l'école, il y a beaucoup qui dépendent de la personnalité de l'étudiant qui sort. Je vais dire, il y a 80% qui dépendent de cette personnalité-là. Maintenant, pour des entreprises comme les nôtres, qui sont assez spécialisées, on a besoin de personnel technique en grande quantité, mais on a aussi besoin de formation générale. Comme toute entreprise, au-delà des ingénieurs de travaux publics, des maintenanciers de matériel, on a besoin de faire de la comptabilité, du juridique, de la gestion des ressources humaines. Il y a tous les corps de métier. Mais pour pouvoir s'insérer, et là je vais revenir un peu sur le sujet du panel, il faut redéfinir cette formation en 3 étapes. Il y a la première partie qui se situe, selon moi, au moment de la formation. Il faudrait apprendre pendant cette formation aux étudiants, comment je vais dire, leur expliquer comment se passe la vie en entreprise. Pour ce faire, créer des stages, mettre en place des stages obligatoires à rendre griffe pour que ces entreprises, ces étudiants, en sortant de l'école, en sortant de l'université, sachent à peu près ce qui les attend. À la fin de la formation, il y a 2 aspects, il y a 2 possibilités, au moins. Il ne faudrait pas aussi que les étudiants, en sortant de l'école, restent focalisés sur trouver un emploi. Parce qu'il y a plusieurs options, dont s'auto-employer. Ça, c'est une option qu'on ne voit pas beaucoup, mais on devrait pouvoir arriver à avoir des employeurs qui sortent de l'école. Il est vrai qu'à la sortie de l'école, il y a très peu d'expérience, mais il est possible de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est au sein de nos formations, dans les écoles, on devait pouvoir mettre un accent sur ce volet d'auto-employabilité. Je vais revenir à la sortie de l'école. Il y a une première partie, des périodes d'essai qui sont faites pas pour définir les compétences techniques de l'élève, c'est en grande partie définir sa capacité à s'adapter au métier dans lequel il rentre et aussi à l'environnement socio-professionnel dans lequel il va. Je donne un exemple simple. Un ingénieur en génie civil qui sort aujourd'hui, il ne pourra pas vous faire une route. Mais on va lui confier des responsabilités qui permettront à l'entreprise de voir est-ce que ce monsieur qui est là peut demain nous être utile. Parce qu'un employeur n'emploie que quelqu'un qui lui rapporte beaucoup plus que ce qui lui coûte. Alors, monsieur Apollinaire, c'est vrai ce que vous dites, mais peut-être je vais me tourner vers Madame Aminata Kouyaté. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il limiter l'accès à l'enseignement supérieur pour privilégier, par exemple, l'enseignement professionnel? Cette question, c'est pour Madame Aminata et Monsieur Diané. Et puis, je viendrai vers les employeurs, ceux qui aident les étudiants à trouver de l'emploi. Okay. Limiter, j'avoue que je suis un peu gênée par le côté un peu, je dirais même un peu limitatif ou coercitif, obligation. Mais par contre, ce que moi j'estime être important et qu'on devrait faire, c'est plutôt mettre en valeur ces formations professionnelles. Parce que là aussi, je pense qu'il y a un changement de paradigme qu'il faut avoir, à savoir que par le passé, ne faisait la formation professionnelle que celui qui avait échoué à aller dans la formation supérieure ou universitaire. Aujourd'hui, la tendance inverse, en sachant que la plupart des besoins, peut-être que j'exagère, en tout cas, il y a beaucoup de besoins dans le domaine technique, donc il est peut-être important de ramener les jeunes à cette formation technique, mais en la valorisant. Il faut savoir que la main-d'œuvre aujourd'hui n'est pas la main-d'œuvre d'hier.
Aujourd'hui, quelqu'un me disait, mais les manœuvres, ils ont besoin d'un stylet et puis d'une tablette. Hein. Ils n'ont pas forcément un marteau ou je ne sais pas quoi à la main. Donc, je pense que c'est valoriser ces formations techniques pour montrer à quel point ces formations, peut-être au jour d'aujourd'hui, pour un pays comme le nôtre, répondraient peut-être en partie aux besoins du marché et aux besoins des entreprises. Il y a un problème, c'est que nos universitaires qui sortent, la plupart ne trouvent pas de l'emploi. Oui. Les entreprises, souvent, bon, ils ont une formation conséquente. Ils sont universitaires. Il y a aussi le problème de rémunération, parce qu'ils sortent d'emblée cadre supérieur hiérarchie A. Donc, il faut le traitement de salaire fait partie de cette problématique. Tout à fait. Alors que vous parlez tout à l'heure de paradigme, par le passé, il y a un filtre. Et des concours qui se faisaient, ceux qui n'arrivaient pas à avoir le BEPC, ils avaient la possibilité d'aller vers les centres de qualification professionnelle et puis par la suite vers les écoles professionnelles, etc. Ceux qui arrivaient jusqu'au niveau 3e année à l'université et qui n'arrivaient pas à avoir le concours d'État pouvaient s'orienter vers les écoles professionnelles pour faire autre chose. Et je pense que est-ce qu'un tel système ne serait pas intéressant de remettre sur la table pour mettre un filtre et donner la possibilité à ceux-là qui rentrent pour qu'ils puissent vraiment bénéficier d'une formation conséquente et avoir les opportunités d'emploi. Si, j'abonde tout à fait dans votre sens, à savoir qu'à l'inverse, aujourd'hui, justement, ces diplômés des universités qui ne trouvent pas de travail parce que, on estime que la qualification qu'ils ont ne correspond pas aux besoins du marché, et aussi, des fois, on leur reproche même de ne pas avoir une qualification suffisamment adéquate. Maintenant, c'est aussi prendre ces jeunes-là qui ont un diplôme peut-être universitaire et de leur mettre en face des formations professionnelles valorisantes dans lesquelles ils peuvent s'insérer. Et je rejoins un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure, M. Baldé, à savoir qu'aujourd'hui, on vous apprend à travailler. On vous donne une certaine ouverture d'esprit. Mais dans le monde de l'entreprise, et mon voisin d'à côté l'a dit aussi, c'est la capacité à s'adapter en permanence à l'environnement, au métier, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester figé sur ce qu'on a soi-disant appris, qui évolue très très vite. Docteur Diané? Oui. Bon, je ne parlerai pas de contingentement ou de limitation au niveau de l'enseignement supérieur, mais j'aborderai dans le sens de la valorisation de la formation professionnelle et technique. Et j'ai animé une conférence il n'y a pas longtemps où on m'a demandé est-ce que l'emploi décent pour tous est possible en Guinée. J'ai répondu oui, c'est possible, mais il faut savoir poser les bons gestes et intervenir là où il faut intervenir. Je donne quelques chiffres. Le secteur agricole offre 80% d'emplois, n'est-ce pas, dans notre pays. 80% d'emplois. Mais si vous prenez les effectifs, si vous prenez les statistiques de la fréquentation dans nos institutions d'enseignement professionnel et technique, pour l'année en cours, nous avons un peu plus de 20 000 apprenants, dans lesquels vous n'avez que 2% d'apprenants inscrits dans les écoles nationales d'agriculture et d'élevage, alors que là-bas, on a 80% de possibilités d'emploi. Si vous prenez les services, le commerce et autres là, vous avez 50% des effectifs contre 49% ou 48% pour le secteur du génie. Alors que les emplois dans le secteur du génie, si nous prenons uniquement que le secteur des mines, nous avons une étude à prouver que nous avons un besoin de 52 000 emplois dans le secteur minier. Et ce que je voudrais aussi aborder, c'est toute la question du changement de paradigme dont a parlé Madame Kouyaté. Ça, c'est vraiment à tous les niveaux. Auparavant, dans un passé récent, lorsque les étudiants sont admis au baccalauréat, vous leur demandez où ils veulent s'inscrire.
80 ou 85% allaient à l'enseignement supérieur contre 20 autres pourcents qui demandaient l'enseignement technique. Mais cette tendance est en train de se renverser parce que au dernier concours de recrutement, nous avons eu 19 000 candidats pour l'enseignement technique, parmi lesquels il y avait des licenciés des institutions d'enseignement supérieur et qui venaient donc à la recherche de diplômes professionnels susceptibles de leur procurer vraiment de l'emploi. Je voudrais dire aussi, dans le cadre du changement de paradigme, ça c'est vraiment à tous les niveaux. À notre niveau, nous, dispensateurs de formation professionnelle, où nous ne devons plus former seuls, mais nous formons avec et pour les professionnels. Et là, nous avons commencé, n'est-ce pas, à travers le développement des programmes, n'est-ce pas, selon l'approche par les compétences. Donc le premier volet, c'est l'analyse de la situation de travail. Et cette analyse de la situation de travail se fait avec les professionnels pour collecter les informations nécessaires à l'exercice d'un métier, élaborer un programme en conséquence pour que ce programme puisse servir les professionnels. Ok. Monsieur Iliassou, Monsieur Mara, vous qui êtes souvent en contact avec les entreprises, vous scrutez ce milieu, vous êtes souvent en contact avec les offres d'emploi, qu'est-ce que vous conseillerez aux structures de formation comme formation qui doivent faire évoluer dans leur structure pour permettre à ces étudiants qui sortent de trouver de l'emploi aussitôt qu'ils finissent leur formation? Baldé. Ok. Moi, je pense par rapport d'abord au nombre. Est-ce qu'il faut limiter ou pas? Moi, je pense que ce n'est pas ça la question. C'est de comparer l'offre et la demande. Donc, partir du dialogue entre ceux qui emploient et ceux qui forment. L'État encadre ça pour voir en termes de besoins de formation, combien on a besoin de médecins, combien on a besoin d'électriciens, de façon globale. Et à partir de là, on essaye de former. Maintenant, en Guinée, je pense qu'on n'a pas suffisamment de gens formés, que ce soit en supérieur ou en enseignement technique. Donc, c'est de rendre surtout adéquat entre les besoins et les offres. Parce que mon collègue peut-être va le dire tout à l'heure mieux que moi. Actuellement, dans le cadre du projet Booster les compétences, on veut aider les jeunes diplômés à avoir un stage. On a plus de 30 000 jeunes inscrits. On a sélectionné 2000 et on a fait un tirage sur certains types de métiers. Il y a beaucoup de chômeurs, mais on n'arrive pas à trouver plus de 3. Par exemple, si vous prenez l'imprimerie, il y a des métiers dans l'imprimerie qui sont des métiers techniques, on ne peut pas trouver. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui sont chômeurs aujourd'hui. Mais justement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant alors qu'on fait un répertoire de métiers, que ce soit des métiers maintenant ou des métiers futurs, pour qu'on puisse s'inscrire dans cette logique? C'est pour cela, je pense que l'État est en train de le faire. La GIP travaille dans ce sens. Dr Babadiane en a parlé tout à l'heure, l'approche par compétence. Je pense au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur aussi, il y a ce travail qui doit être fait avec, ils ont, je pense, faire un répertoire dans le domaine minier, dans le domaine agricole, ça va être fait. Mais c'est un travail quand même qui prend du temps, qui permet de rendre, en tout cas d'avoir le même langage entre les employeurs et les formateurs, pour permettre, et de quantifier aussi. Pour quantifier, il faut que les deux se rencontrent. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous, avec le projet Booster les compétences, en 2015, il y a eu un forum entre les entreprises et les instituts de formation à Gamal, où tout le monde est venu, secteur par secteur. On a essayé de faire dialoguer les différentes structures. Ça, c'était en 2015. Figurez-vous, à l'issue de tout suite à tout ce processus, à la fin, on a pu faire sélectionner 17 formations qui vont être revues au niveau des curricula. Et une des formations, c'est avec l'Université Mercure et des entreprises électriques. C'était en 2015 que ça a commencé. Et vous savez, c'est quel type de formation? C'est former les électriciens domestiques et industriels. Chaque mois actuellement, on entend ce qui s'est passé à Madina.
un peu partout, il y a des problèmes. C'est parce que les jeunes ne sont pas formés. Et même au niveau de l'EDG, on n'a pas d'électricien industriel. Donc, certains ont pensé que c'est lorsqu'on a entendu ce problème que le projet s'est précipité pour, avec Mercure et les autres, faire cette formation. Non, c'est une réflexion qui a été mûrie. Et ce type de formation, les jeunes qui vont s'inscrire, ils vont trouver un emploi. Forcément. La même chose a été faite par rapport à l'hygiène au niveau du pain domestique. Presque 80% du pain qui est consommé est un pain domestique où il y a un problème d'hygiène au niveau de la fabrication. Avec le CFP de Matoto et d'autres CFP, ils se sont alliés à la Fédération des artisans et des boulangers. Ils ont monté un projet pour former des jeunes à fabriquer du matériel pour les boulangers et les pâtissiers. Donc ça aussi, c'est pour cela que je disais au début, il ne faut pas faire des formations et des diplômes avec des titres attractifs, mais faites des formations avec des diplômes qui sont amenés à résoudre des problèmes des personnes. Dans le domaine de l'alimentation, chaque matin, une bonne partie des Guinéens consomment du pain. Donc ça, c'est récurrent, ça va être comme ça. Donc mettez-vous dans ces domaines pour avoir un diplôme. Chacun a besoin d'être soigné. Donc mettez-vous dans ce type de formation pour espérer avoir pendant une longue période, en tout cas un emploi. La GIP, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Alors, je voudrais juste aborder pour dire que sur ces questions-là, il y a un certain nombre d'aspects qu'il ne faut pas occulter. C'est combien de jeunes Guinéens sortent des universités chaque année? Depuis, il y a combien sur le marché? Il y a un excès de diplômés sur le marché du travail, ce qui ne rime pas par rapport à la capacité de notre économie à offrir de l'emploi à tous. Donc, quoi qu'on dise, il y aura un bon nombre qui ne trouveront pas de la place, parce que tenez-vous bien, tout ce qu'on a en Guinée comme société minière, ils n'ont pas besoin de plus de 10 000 personnes. Donc, entendre par exemple qu'il y a une société minière qui est sur place, les emplois varient entre 2 000, 2 500, 3 000, 3 500 au maximum. Il y a des démobilisations parce que la société se construit par phase. Donc, quand on dit la Guinée est un pays minier, c'est vrai, ça attire des ressources pour notre économie, mais sur le volet emploi, pour nous les spécialistes, il faut le faire, il faut le prendre avec beaucoup plus d'analyse. Le docteur le disait, le secteur agricole aujourd'hui emploie 80% des Guinéens. Est-ce qu'il ne faut pas travailler plus dans le secteur agricole pour employer plus? Donc ça, c'est du côté de l'économie. Du côté des structures de formation, je disais tantôt que les structures de formation doivent aller vers les entreprises pour adapter la formation. Je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites ou sont réalisées dans ce sens, parce qu'on voit à la télé, que ce soit des structures de formation publiques ou privées, ils ont des partenariats. Il y a même des universités qui envoient directement les meilleurs dans des entreprises. Il y a des partenariats là qui sont ciblés. Et puis, il y a des formations qui sont réalisées. Il y a beaucoup d'efforts. Mais c'est ce qu'il faut encourager. Et voilà le sens de ma communication. Aujourd'hui, le secteur des services, j'ai rappelé la citation de Confucius. Il faut chercher un premier travail. Dans le secteur des services, il y a beaucoup d'opportunités. Je vais vous donner une anecdote. Je préfère mettre les éléments en vue pour que les gens puissent faire une analyse que d'aller sur des éléments focus. Il m'est arrivé d'aller à Noum, où on a participé à recruter des gens. J'étais à l'accueil, il y a un blanc qui est arrivé, il a parlé anglais. La dame dit anglais, attends, ma copine arrive. Donc, ça fait qu'il y a vraiment d'efforts à faire au niveau même des étudiants. La recherche de l'emploi est une démarche. Ce n'est pas de l'arrivée, il faut le faire, mais c'est tout un processus. C'est de se connaître, savoir ce qui me manque et aller vers le complément de compétences qui me manquent. Il l'a dit, l'étude IDMIRA qui dit que dans le secteur minier, dans les 10 années à venir, la Guinée aura besoin de plus de 52 000 emplois. Il y a des études qui sont disponibles. Mais est-ce que aussi il ne faut pas voir la capacité de l'économie, aussi il ne faut pas voir la volonté des chercheurs d'emploi, aussi il ne faut pas voir même la politique. Le législateur, par exemple, a encadré l'emploi d'un expatrié en Guinée parce que c'est autorisé que des entreprises fassent appel à des compétences qu'il faut pour faciliter leur évolution. Merci beaucoup, M. Mara. Je pense que nous sommes
arriver au terme de ce panel. Et la problématique de l'insertion socio-professionnelle des diplômés se pose avec acuité. Il faut scruter le besoin des entreprises. Il faut cette synergie d'action entre les partenaires, les entreprises, l'État et les universités. Il faut adapter le contenu de nos formations pour que les étudiants puissent avoir les meilleures opportunités de travail. Ce n'est pas facile, on le sait. Donc c'est un combat, c'est une démarche qu'il faut suivre. Mais il faut que l'étudiant s'arme. Il faut surtout aller vers la polyvalence. Il ne faut pas se donner à une seule formation. Il faut voir que les métiers évoluent. Donc, il faut que les étudiants, eux aussi, se mettent dans la danse. Il faut qu'ils soient beaucoup plus actifs parce qu'il ne faut pas s'asseoir pour dire que oui, mon oncle va m'aider. Il faut se lever, il faut trouver des formations spécifiques qui peuvent vous permettre de trouver un emploi. Tout à l'heure, nous allons nous tourner vers le public pour peut-être prendre 2 ou 3 questions, s'il y en a, avant de terminer ce panel. Est-ce qu'il y a parmi l'assistance des gens qui ont des préoccupations et qui souhaiteraient que ces panélistes puissent répondre à ces questions? Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. Passez-lui le micro, oui. Et on va répondre au fur et à mesure. Oui, il y a un deuxième. Vous le donnez aussi. Il y a une troisième personne. Voilà. Merci. Notez. Moi, je suis Diallo. Allô? Oui. Moi, je suis Diallo Mohamed Tafsir, directeur général de l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce débat. Mais une préoccupation reste encore à mon niveau. C'est la distinction. La distinction entre métier et profession. Je crois qu'il y a une nuance qui s'oppose à ce niveau et qui porte beaucoup d'effets sur le problème d'insertion. Le métier, les écoles donnent le métier. La profession, ça évolue. Tu peux être électricien, le métier c'est électricien, la profession peut être de l'eau, ça peut être de l'agriculture, ça peut être de l'énergie, ça peut être des mines. Ok, on a compris. Je pense que la GIP serait le mieux placé, ou bien le directeur de la formation technique et professionnelle, de répondre. Distinction entre métier. Oui, madame, vous voulez poser? Madame. Monsieur, c'est vous, hein? Bonjour tout le monde. Pour les anciens, ok, d'accord, docteur Yanné. Bonjour, je me présente d'abord, je suis Diarietou Diallo, la directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Tout d'abord, je voudrais remercier les intervenants parce que toutes les interventions ont été très pertinentes. Et je pense qu'il faut souvent faire des communications comme ça pour les étudiants. Donc moi, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt une contribution pour dire que par rapport à tout ce que j'ai entendu ici, je pense qu'il faudrait bien mettre l'accent sur la recherche scientifique. La recherche scientifique nous permettrait, comme j'ai l'habitude de le dire, dans 10 ans, dans 20 ans, savoir quels sont les métiers qu'on a besoin par rapport aux besoins ou aux exigences des entreprises. J'aime bien, je vais donner l'exemple de ma mission au Mexique. J'étais en 2014 au Mexique et on a été reçus par la Chambre de commerce de Jalisco. Et lors de leur communication, j'ai retenu dans cette région, ils ont 46 écoles, tenez-vous bien, d'hôtellerie, et ils ont une seule école supérieure de management. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette région, c'est une région de tourisme. Donc, et ils ont ce qu'ils appellent parquet d'innovation, qui réfléchit sur 10 ans, sur 20 ans, qu'est-ce que cette région a besoin. Donc, avant de construire les écoles, avant de construire les curricula. Je pense que c'est très important de pouvoir beaucoup investir sur la recherche scientifique pour que nous puissions savoir, selon les perspectives d'investissement, ce dont on a besoin pour, comme je l'ai dit tantôt... Merci madame. Une dernière intervention. Après, les panélistes vont répondre. Oui, monsieur. Je sais que le sujet est intéressant.
Tout le monde souhaiterait poser une question, mais nous sommes pris par le temps. Il y a d'autres groupes qui doivent passer. Oui, allez-y. Bonjour et merci de votre contribution. Je suis Conté Ali Badara, sociologue, enseignant-chercheur. J'ai suivi avec attention l'intervention de ces grandes personnalités. Moi, ma question se trouve à ce niveau. Aujourd'hui, avoir un emploi est un sérieux problème. Le conserver en est un autre. Ce qui m'étonne beaucoup plus, en Guinée, les entreprises ont tendance à faire croire, à chaque fois quand vous lisez les appels d'offres, 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Pour celui qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu d'expérience, ne va jamais avoir un emploi. Ça, c'est ma première interrogation. La seconde, quels sont les efforts que le gouvernement fournit pour ceux qui travaillent dans le secteur privé pour conserver leur emploi? Parce que tous les jours, on assiste à des renvois, c'est-à-dire spectaculaires de la part des patrons d'entreprises privées, et il n'y a aucune mesure, il n'y a pas de mesure d'accompagnement de la part de ces travailleurs qui sont dans les secteurs privés de la part du gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être, je pense que les 3 questions, ça ne suffit, on va aller. Docteur Yané, pour la première question, distinction entre métier et profession. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Très rapidement. La question du professeur Tafsir m'amène à aborder l'aspect didactique de notre activité. Et pour essayer de répondre, bon, j'ai fait des recherches là-dessus parce que je m'attendais vraiment à la question. Selon le BIT établit la même acception pour la fonction de travail, pour la profession et pour le métier, en disant ceci, que fonction de travail, profession, métier, c'est tout type de travail déterminé, manuel ou non, effectué pour le compte d'un employeur ou pour son propre compte et dont on peut tirer des moyens d'existence. Ça, c'est vraiment le BIT qui le dit. Et ça me permet de rebondir aussi, puisque notre panel travaille de diplôme, d'insertion et de carrière. Là aussi, j'ai fait une recherche sur l'acception de la carrière. Il est dit là que la carrière, c'est un processus par lequel une personne évolue et s'oriente progressivement sur le marché du travail à travers une ou plusieurs fonctions de travail selon ses capacités, ses intérêts, ses expériences et sa formation compte tenu des exigences des fonctions de travail. Merci beaucoup. Merci. Et pour la deuxième question, je pense que la GIP pourrait bien répondre à cette question, et à savoir, en fait, c'est une contribution. On ne va pas commenter peut-être voilà. La contribution, je vais répondre à la troisième. Okay. Ça, c'est un ajout. C'est une contribution qui amène les politiques quand même à redéfinir leur politique de formation qui doivent être en adéquation avec le marché de l'emploi. Allez-y, Aguip. Allez-y. Une contribution. Nous prenons la contribution de madame et à l'attention de l'assistance. Je pense que le message est passé. Il faut favoriser les recherches, faire des planifications, prévoir le futur avant de faire des investissements et ça nous permet d'investir dans le futur. Donc, je vais peut-être répondre à la troisième question qui est plutôt une question que d'une contribution. C'est vrai, on est interpellé souvent par les demandeurs d'emploi qui viennent chez nous sur ces questions de 5 années d'expérience. Vous voyez, le marché de l'emploi, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Avant, la loi obligeait les entreprises à passer par l'AGIP pour faire le recrutement. Aujourd'hui, dans le nouveau code de travail, les entreprises sont libres de faire le recrutement. Elles ont juste l'obligation d'informer le service public de l'emploi 15 jours après le recrutement. Comme quoi, pour dire qu'il y a une main levée sur le secteur. De l'autre côté, l'entreprise pose ses conditions pour trouver la qualité de main-d'œuvre qu'elle a besoin. Ça veut juste dire que chez nous, les entreprises ont la parole plus que l'offre. Parce qu'il y a beaucoup de formés et tu trouveras que forcément, il y a une dizaine, une vingtaine qui répondent à leurs critères. Ce qui défavorise effectivement nos frères qui sont les primo-demandeurs de l'emploi et donc ceux qui viennent de finir. Et je disais tantôt
que la recherche de l'emploi est une démarche. Si tu sais que tu viens de finir et qu'il te manque, parce qu'ils savent pourquoi ils disent 5 années d'expérience, il te manque ces expériences, il y a beaucoup de canaux que l'État a mis en place pour t'accompagner afin d'avoir le niveau que tu souhaites. Peut-être que ce n'est pas le lieu de développer tout ça. Je voudrais continuer pour terminer sur sa question, sur la dernière partie qu'il a évoquée par rapport au licenciement des gens dans les entreprises. Le Code du travail, il n'a qu'à le lire, prévoit l'embauche jusqu'au licenciement du collaborateur si la collaboration ne marche pas. L'inspection du travail est là pour que le travailleur qui se sent licencié abusivement, s'il le trouve, porte plainte et que l'inspection du travail fasse la médiation. En tout cas, il y a des ouvertures qui sont faites aux entreprises pour le licenciement. Il est prévu, par exemple, le licenciement économique. Merci Donc, beaucoup. ça, c'est un autre pan de la chose aussi. Merci à M. Mara, merci à M. Baldé, merci à Mme Aminata Kouyaté, merci à M. Apollinaire, merci à Dr Diané de participer à ce panel. Je pense que nous avons fait le tour de la table et j'espère que ceux qui ont suivi ce panel ont pu avoir quelques informations. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile de trouver de l'emploi compte tenu du fait que nous avons un marché exigu, exigeant. Les entreprises exigent de la qualité parce qu'ils sont enclins à la rentabilité. Donc, il revient aux étudiants de se former, d'avoir d'autres formations pour dans la politique. Donc, je vous remercie.